récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations, la seule chaîne libre dans le monde. C'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites sans cesse et cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue à cette autre édition d'Appel sur le continent. Et comme vous le savez, déjà annoncé, nous allons entamer cette première partie d'Appel sur le continent avec un entretien. Nous recevons ce soir Dr Gilda Vieira, donc candidat à la présidentielle française. Et bien sûr, Dr Vieira est avec nous. Bonsoir, Dr Vieira. Oui, bonsoir. Je vous entends pas très bien. Alors, on va essayer de régler tout cela pour que vous ayez le son. J'espère que là, Voilà. c'est bon. Oui, c'est beaucoup mieux. Alors, Je vous Dr remercie. Vieira, je rappelle à nos Bonsoir à téléspectateurs. vous. Voilà, Oui, vous êtes docteur en santé publique, président du tout à fait. mouvement La France Autrement. Vous êtes adjoint au maire de Blois et bien sûr conseiller municipal, c'est bien ça? C'est ça, conseiller municipal et conseiller communautaire. D'accord. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir sur nos antennes aujourd'hui, au moment où ça se parle beaucoup en France, la présidentielle. Quel regard vous avez de manière générale de ces élections à venir? Bon, on aura des élections extrêmement ouvertes, hein. Vous savez que aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas forcément au mieux. On a Zemmour qui fait les trouglions sans avoir jamais fait de politique auparavant. Et puis, on a la gauche et la droite qui étaient par terre avec Valérie Pécresse qui va essayer de ressusciter la droite. Et puis, à gauche, on a malheureusement en France très peu d'espoir vu les niveaux bas des sondages. Et puis, il y a une passerelle pour des gens comme nous qui atterrissons dans ce paysage politique et qui avons besoin du soutien de tous pour véritablement exister et faire voir qu'il y a des personnes issues de la diversité qui sont en capacité de pouvoir simplement diriger la France. Votre place au sein de tous ces mastodons que vous avez cités, le président Macron qui est en train de sortir, Zemmour, vous l'avez cité, lui aujourd'hui qu'on entend de plus en plus. Vous parliez d'une gauche qui a du mal à se trouver une place, mais également la droite qui se cherche aussi. Alors comment, docteur Vieira, compte-t-il se faire sa place là-dedans? Simplement à travers ce que j'ai déjà fait, hein. Moi, j'ai un parcours. Vous parlez de santé publique aujourd'hui. Je pense qu'en pleine période de crise sanitaire mondiale, ma parole doit compter. J'ai une parole de la diversité lorsqu'on a des Zemmour qui tapent sur la diversité et sur cette autre France. Eh bien, il y a des personnes comme nous qui sommes là pour défendre cette France qui existe vraiment et qu'on voit tous les jours. Et puis, il y a un vrai passé pour moi, puisque, comme vous le savez certainement, si je suis conseiller municipal, c'est que je me suis présenté en tête de liste et qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont derrière moi, tout comme au niveau des régionales, où on a fait des scores intéressants. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir rassembler au maximum et puis apparaître comme les personnes qui sont en capacité d'apporter un véritable nouveau souffle, un programme différent qui doit pouvoir trancher avec tout ce qui s'est fait jusqu'alors, et puis montrer simplement que lorsqu'on a un mouvement comme le nôtre qui s'appelle La France Autrement, eh bien, il y a une autre France à construire demain, aussi bien dans les relations France-France, j'ai envie de dire internes, que dans les relations France-Europe et France-Afrique. Dit la France autrement. Pourquoi aujourd'hui penser une France autrement? Simplement, il suffit de faire un vrai constat. Regardez les 30 dernières années, ce qu'est devenu la France. Aujourd'hui, nous sommes à 10 millions de précaires, voire même un peu plus. Ça veut dire que sur une population de 66 millions d'habitants, vous en avez 10 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et on est dans la 6e puissance économique mondiale au niveau du PIB. Donc c'est juste grave. Un chômage très important à hauteur de 6 millions aujourd'hui. Et puis, un vrai déclin au niveau du paysage politique, hein. Vous avez vécu les Gilets jaunes et on voit bien qu'il y a des tensions de toutes parts en France. Donc, on a envie de construire une autre France et une France, la France autrement. C'est une idée et une construction qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur cette France autrement avec un programme qu'on espère bien faire valider dans les prochains mois.
Alors, en un mot, vous estimez que la droite sous Nicolas Sarkozy, elle a échoué. La gauche avec Hollande, elle a aussi échoué. Et aujourd'hui, la République en marche de Emmanuel Macron, elle aussi, elle a échoué. Alors, est-ce que vous pensez faire autrement qu'eux? Est-ce que vous pensez faire mieux qu'eux? Tout simplement, j'ai envie de vous dire oui, hein. À partir du moment où on essaye les mêmes recettes en France et qu'on constate qu'on échoue et qu'on va vers le mur, à un moment ou à un autre, il faut changer. Nous, on arrive avec une autre recette, c'est-à-dire simplement changer cette République. Donc, on veut passer à une sixième République. C'est très clair. Lorsque vous êtes depuis 58 dans une République qui malheureusement construit de la précarité, construit du chômage, profite aux grands groupes et aux médias, parce que les grands groupes tiennent les médias, vous vous dites qu'il y a peut-être autre chose à faire. Et les Français ne sont plus dupes aujourd'hui de la politique et de ce qui se passe. Tout ce qui se passait avant par derrière est en train de voir le jour aujourd'hui, au grand jour en tout cas, mise au grand jour aujourd'hui. Donc il est temps pour nous de pouvoir dire simplement stop, de dire que les recettes, que ce soit dans les quartiers prioritaires, que ce soit au niveau de la pauvreté, que ce soit au niveau des zones rurales qui sont en difficulté, que ce soit au niveau de l'immigration, toutes ces recettes ont échoué. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant? Est-ce qu'on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait peut-être une guerre civile en France? Parce qu'il faut dire les mots. Ça devient quand même grave lorsqu'on entend, comme hier, une personne comme Zemmour parler encore de cette fracture de la France, de cette France qu'on a pu aimer. Eh bien, il est temps de faire autrement. Et les personnes qui sont là, qui construisent pour faire autrement depuis plusieurs années, eh bien, on est là, on est présent. Regardez juste, je vais vous donner un autre exemple hein, qui a l'air anecdotique, mais qui doit parler. Les maisons de retraite en France sont juste en train d'engranger un maximum de personnes qui sont maltraitées. Et donc, lorsqu'on ne sait pas prendre en charge ces anciens, lorsqu'on n'a plus le respect des anciens et qu'on ne sait pas les prendre en soin, eh bien, moi, je dis que c'est une société qui est malade. Et nous, on a envie de mettre non pas seulement un pansement pour pouvoir panser les plaies de cette société, on a envie véritablement d'agir au plus profond et de changer les choses. Voilà pourquoi on se présente et voilà pourquoi je me présente aujourd'hui à la présidence de la République française. En signature des maires, est-ce que vous avez déjà toutes ces signatures requises? Je n'ai pas les 500 signatures et très peu ont les 500 signatures. Vous voyez, j'entendais encore Zemmour hier évoquer 250, 300 signatures pour lui. Et on sait très bien qu'en France, il y en a très peu qui ont des signatures avant le mois de février. Donc, on fait partie de ces personnes qui sommes à la course aux signatures. Donc, il y a déjà un vrai travail de fait. On en a récolté un certain nombre. Et l'idée, c'est de pouvoir poursuivre et d'arriver à la course aux signatures d'ici le mois de février. J'espère fin janvier avoir atteint ces 500 signatures. Mais en tout cas, on se donne le temps de pouvoir véritablement rassembler, travailler et créer cette surprise. Vous voyez, on n'est pas très médiatisé, hein, comme vous pouvez le voir. On a des médias français qui ciblent plutôt les grands candidats, entre guillemets, en tout cas les anciens candidats, un système qui a du mal à se renouveler. Et quand je vous dis que les médias sont tenus par les grands groupes, eh bien, ça se révèle très clairement. Et nous, on n'est pas là pour pouvoir simplement laisser faire ou regarder. On est là pour pouvoir être sur le terrain. Je fais un véritable travail de fourmi. Ça veut dire que je suis sur les routes, je rencontre les gens. On est sur des meetings encore ce dimanche sur Marseille. On a fait un meeting sur Paris. On essaye vraiment d'être sur le terrain et dire aux Français, regardez, vous avez une alternative. Et soit vous vous en emparez, soit alors vous continuez comme c'est le cas depuis plusieurs années et malheureusement, on voit le résultat. Et donc, voilà, c'est un discours de fond hein, qu'il faut marteler pour qu'à un moment donné, ça puisse évidemment payer. J'ai l'impression que votre discours quand même est bien accueilli par la population française puisque vous faites une campagne de proximité, c'est ce que vous nous dites. Oui, oui, oui. Le message est bien accueilli parce que lorsque vous fréquentez des personnes qui en ont marre, que vous avez été à leur côté durant toutes ces années, que ce soit au niveau de la santé où j'ai toujours œuvré, que ce soit
au niveau des personnes en précarité que j'ai pu accompagner, que ce soit au moment de la crise des Gilets jaunes où fièrement j'ai mis mon écharpe, j'ai porté un gilet jaune et je me suis présenté aux Champs-Élysées pour montrer que j'étais avec la foule, avec preuve en est les différentes télés qui m'ont interviewé à cette époque, eh bien je montre que moi je suis aux côtés des plus précaires, je suis aux côtés des gens en difficulté et j'ai envie que ça change au plus profond. Et donc ce combat de fourmis, à un moment ou à un autre, ça paye. Moi, je crois à la valeur travail. Quand vous travaillez, quand vous faites les choses, quand vous êtes sur le terrain, à un moment ou à un autre, vous êtes écouté et la vérité voit le jour. Docteur en santé publique, candidat à la magistrature suprême dans un contexte sanitaire mondial pas terrible. Alors, à quoi devrait-on s'attendre? Au niveau de la crise sanitaire, vous voulez dire? Eh? Au niveau de la crise sanitaire, je pense qu'on est dans une situation qui malheureusement risque de bouleverser également la campagne électorale, puisqu'il y a de plus en plus de cas Covid. Après, moi, je suis assez clair. Là, je vais sur Marseille, je vais soutenir des personnes que les gens, j'ai envie de dire, se détournent ici en France. Je vais vous parler du professeur Raoult, par exemple, qui est une personne de grande qualité, qui a fait de très belles choses et qui aujourd'hui est mis de côté parce qu'on voit bien que la gestion de cette crise est très paradoxale. Nous sommes sur un vaccin qui n'a malheureusement pas atteint son stade terminal, mais on nous demande aujourd'hui d'aller sur un troisième vaccin. Moi, je ne suis pas contre le vaccin, je suis moi-même vacciné 2 fois. Mais je suis absolument contre une obligation vaccinale. Et on peut se poser vraiment des questions lorsque on nous demande une troisième injection, alors que simplement, avec les deux injections, on a atteint une immunité de plus de 90% en France. Donc, on peut se demander comment est-ce qu'avec cette immunité, on a encore autant de personnes et qui sont malheureusement cas Covid et qu'on poursuit en fait cette lutte au vaccin, entre guillemets, en tout cas cette poursuite en avant avec le troisième, le quatrième et qui sait le cinquième et le sixième vaccin. Donc on peut se poser beaucoup de questions aujourd'hui. Ça devient finalement une question politique, oui. l'affaire du coronavirus. Pardon? Ça devient finalement une question politique, à votre avis? Et ça devient très politique. C'est repris par beaucoup de politiques d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, des personnes comme nous qui sommes dans la rue, pas contre le vaccin, mais contre le pass sanitaire, forcément, vous avez des clans en France qui luttent politiquement contre la politique gouvernementale. Et voilà, Emmanuel Macron s'est servi également de cette crise sanitaire pour pouvoir essayer d'influer sur des élections. On voit bien que, comme par hasard, au moment des élections, en tout cas, on nous permet de pouvoir mettre de côté la crise sanitaire, en tout cas de ne plus agir sur la partie vaccinale. Et derrière, rapidement, on nous met sous quarantaine et on nous met finalement dans des positions un petit peu compliquées. Donc il est temps, moi je prône pour le pouvoir aux citoyens, et il est temps de pouvoir laisser les personnes vivre simplement leur vie et avoir le choix de leur corps. Et donc le choix de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Parce qu'on a atteint une immunité, en tout cas en France, de plus de 90%. Alors parlons à présent des relations internationales, si vous le voulez bien. Que prévoit votre programme? Comment est-ce que vous entrevoyez les relations, notamment entre l'Afrique et la France? Quelle sera la place de l'Afrique dans votre programme? Eh bien, écoutez, ma réponse, elle va être simple et tranchée. Là encore, il faut savoir faire fi du passé et regarder l'avenir. Le passé, c'est qu'on a, après la décolonisation, mis l'accent sur une vraie politique de France-Afrique. Ça ne s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui, il est temps. Il est véritablement temps, et je le dis toujours avec un ton très solennel, qu'on arrête véritablement avec la politique de la France-Afrique. Ça veut dire qu'il est temps réellement de pouvoir mettre fin au franc CFA. C'est plus possible. Et à la mascarade de l'écho. Il faut sortir de ça. Et ça a une conséquence directe sur les problématiques
j'ai envie de dire, les problématiques d'immigration dont on parle beaucoup ici. À partir du moment où vous mettez fin à la politique de la France-Afrique, eh bien, vous aidez les pays africains au développement, vous êtes sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça veut dire que à partir du moment où un pays a besoin de la France, elle doit traiter d'égal à égal avec la France. D'ailleurs, je n'aime pas la thématique ou le mot France-Afrique, puisque l'idée pour nous, c'est pas de traiter entre un pays de 66 millions d'habitants et un continent d'1,3 milliard d'habitants, c'est de traiter de pays à pays et d'égal à égal, ou alors de continent à continent. Alors, vos prédécesseurs, hein, je vais dire candidats et finalement présidents, chacun avait tenu quand même, avait promis cela. Je pense à Jacques Chirac, après lui Nicolas Sarkozy, François Hollande et même Emmanuel Macron. En 2017, il annonçait la fin de la France-Afrique, mais finalement, on est toujours dans la continuité. Alors, docteur Vieira, qu'est-ce qui prouve à ces Africains qui nous suivent en ce moment que vous serez différents? Regardez-moi. Je ne vous ai pas bien suivi. Regardez-moi. Oui, c'est vrai qu'il y a cela. Bon. Les origines négro-africaines, c'est vrai, ça se voit. Mais vous le savez, il y a eu, parce que votre candidature nous rappelle quand même celle d'un certain Barack Obama aux États-Unis, sur qui les Africains avaient beaucoup misé dans la normalisation, entre guillemets, des relations entre l'Occident et l'Afrique. Mais on a très vite déchanté, docteur Vieira. Simplement parce que Barack Obama est un Américain, donc il sert l'Amérique. Moi, je suis français, je veux servir la France. Et j'estime que avoir une politique de France-Afrique ne sert pas la France. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. À partir du moment où vous poursuivez cette politique de France-Afrique, regardez les tensions qu'il y a entre ces différents pays. Regardez les problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui au niveau des pays africains. Vous savez que l'Afrique, d'ici 2050, doublera peut-être d'habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 1,3 milliard d'habitants, vous risquez d'en avoir 2,6 milliards d'habitants d'ici très peu. Vous êtes donc dans un marché très important sur lequel vous tournez le dos en agissant sur une monnaie que vous nommez encore CFA avec le C de colonial. C'est juste offensant aujourd'hui. Que vous gérez chez vous, entre guillemets, donc en France, ici, et vous vous plaignez des problématiques d'immigration avec un débat qui tourne aujourd'hui autour de l'immigration, lorsque vous savez que lorsque une personne ou une famille ne peut pas subvenir aux besoins de ses enfants, forcément, elle est en train à aller traverser l'océan, et quelle que soit la fermeture des frontières que vous ferez, eh bien, les personnes iront toujours et traverseront toujours pour pouvoir venir en France. Donc, vous l'aurez toujours, cette politique d'immigration. Par contre, si vous êtes en capacité de mieux travailler vos liens avec ce continent qui a un avenir, un véritable avenir, si vous êtes en capacité de soigner et d'aider à ce développement de ce continent, et finalement, de certains contrats que vous pouvez faire avec ce continent, eh bien, vous jouez gagnant-gagnant. Et moi, en France, j'ai envie de jouer gagnant-gagnant avec ce continent. C'est véritablement une ambition et je pense que la France risque d'être peut-être encore plus prospère en termes de PIB si elle s'est négociée avec la sortie de cette France-Afrique, avec ces pays africains qui ont un souterrain riche, mais qui ont besoin de pouvoir se développer et de pouvoir agir pour leur peuple de plus en plus. Et que ce soit sur les problèmes migratoires, que ce soit sur les problèmes de sous-sol, que ce soit sur les problèmes militaires et également, on a du lien à faire et on a à travailler et à construire différemment. Et donc, c'est vraiment l'avenir, en fait. Donc, soit on a compris ça et on accompagne ce continent, soit on n'a pas compris ça et on va véritablement vers le mur puisque les tensions sont de plus en plus grandes entre certains pays africains et la France. Alors, vous parlez justement de problèmes militaires. Que pensez-vous de cette présence des militaires français sur la plupart des territoires africains, jadis colonisés? Je pense aujourd'hui au Mali, qui est en super tension avec la France, la RCA également, du fait d'avoir voulu regarder ailleurs, c'est-à-dire un autre type de partenariat avec notamment la Russie. Que pensez-vous personnellement de la présence des militaires français dans nos différents États?
Je pense surtout qu'il y a d'abord une question de confiance. Oui. Est-ce que vous pouvez construire l'avenir si vous n'avez pas confiance les uns et les autres? Euh, Aujourd'hui, quel que soit le président qui sera mis en place en France, je pense que les Africains seront toujours méfiants. Parce qu'il y a une politique également auprès de certains chefs d'État en termes de proximité ou même de hiérarchie, finalement, faut pouvoir le dire, qui est très délétère aux relations entre la France et ses différents pays. Donc aujourd'hui, on a besoin de travailler pour la population. Et si on veut travailler pour la population, il faut qu'on mesure certaines choses. La présence militaire en Afrique, évidemment, on peut arguer qu'il y a la question des djihadistes ou de certaines castes de personnes qui malheureusement créent des troubles, mais il y a également véritablement un lien avec le sous-sol africain. Donc plus personne n'est dupe de ça. Nous sommes nombreux en France, je parle de la population française en général, à en être de plus en plus conscients. Et donc demain, soit on est en capacité de dire, écoutez, il y a des forces armées au niveau européen, à vous de nous faire appel lorsque vous avez besoin, donc là je parle notamment de la force Barkhane et du Mali, soit alors vous n'avez pas besoin de nous, et alors à ce moment-là, nous devons nous retirer. Et c'est aux Africains de pouvoir gérer le problème des Africains. C'est quand même clair ça. Et si les frères africains, entre guillemets, ont besoin de l'aide de leurs frères européens ou français, c'est à nous, à présent ici, de pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir aider les populations dans des périodes qui peuvent être des périodes de guerre dans ces parties du continent. Maintenant, en ce qui concerne le sous-sol, c'est quand même assez clair. À partir du moment où on usera de la force armée pour pouvoir essayer de maintenir un certain poids dans certains pays et bénéficier de ce sous-sol, entre guillemets, eh bien, on se mettra en difficulté non pas seulement avec l'Afrique, mon cher ami, mais aussi avec ses autres partenaires, c'est-à-dire la Russie, par exemple, la Chine, entre autres, les États-Unis aussi, voire même certains pays européens. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. Donc, il va falloir changer de stratégie et changer de manière de pouvoir percevoir ces relations entre nations. Très bien. Alors, nous abordons la dernière ligne droite de cet entretien. Je vais vous citer. Enseignant-chercheur en santé publique, j'aime donner du sens à mon engagement. 25 ans d'associatif et d'humanitaire me confortent dans l'idée qu'on ne change pas le monde seul, mais que sa petite pierre contribue à la somme des petites victoires qui aident l'humanité à avancer vers plus de solidarité. Et fin de citation. Ce sont vos propos tenus en juin 2020. C'est votre credo. Vous y croyez toujours? Oui, je suis un homme de paix. J'ai besoin d'être, et je pense que je le suis véritablement. Si certains me regardent et regardent mon parcours et analysent mon parcours, je suis quelqu'un qui lit l'avenir et qui perçoit des difficultés, des tensions, des guerres, et malheureusement, comme on le voit aujourd'hui, des personnes comme Zemmour qui défendent peut-être des frictions de société, ou une société qui va être envahie, en tout cas c'est ça. Ce sont ces termes en ce qui concerne la France et notamment l'islam. Et puis il y a des personnes comme nous qui pensons qu'il faut rassembler les peuples, qu'on a tout intérêt aujourd'hui avec les tensions qui sommeillent dans le monde, à essayer de réunir les peuples, travailler à une certaine paix, mais ne pas oublier surtout les populations et les personnes qui souffrent aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de personnes, je vous l'ai dit, en France qui sont en difficulté. Vous avez un certain nombre de personnes qui traversent les océans parce qu'ils ne se retrouvent plus financièrement, économiquement et même familialement dans leur pays. Il y a un certain nombre de réfugiés aujourd'hui qui sont obligés de quitter leur pays pour pouvoir faire certaines traversées et arriver dans certains pays où ils sont carrément rejetés, voire même pour certains trouvent la mort dans nos océans ou carrément dans ces pays-là. Eh bien, il faut une personne qui puisse apporter cette paix dans le monde et réunir certaines grandes puissances pour pouvoir en développer d'autres et construire une société nouvelle. Et c'est cette rupture que j'ai envie d'apporter au monde. Et la chance que j'ai aujourd'hui, c'est d'appartenir à cette diversité et d'être aux frontières des
des royaumes. J'ai envie presque de dire ça. On m'a dit à un temps que je faisais partie de ces descendants du royaume Congo, vous voyez. Je pense que j'ai un lien entre l'Afrique, j'ai ce lien avec l'Europe et la France, et dans mes origines, j'ai même des origines portugaises, donc je fais véritablement la synthèse de plusieurs continents et la synthèse certainement d'une paix des peuples et des nations. Et c'est ce que j'ai envie de porter au plus haut sommet de l'État ici en France. Docteur Gildas Vira, merci. Merci à vous. Allez. Voilà donc, c'était l'entretien avec Dr Gildas Vira, candidat à l'élection présidentielle française sous la bannière de la France autrement. Bonne suite des programmes et je vous retrouve juste après la transition.